Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de musulmans et musulmanes ambitieux qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers. Moi, je suis dans la finance et j'ai toujours la question de quel est le meilleur investissement. Et je dis, l'éducation, c'est le meilleur investissement que tu peux faire. Et les gens disent, non, mais sérieusement, c'est quoi le meilleur Non, mais sérieusement, le meilleur, c'est l'éducation. Parce que même si tu veux investir, je sais pas moi, dans l'immobilier, d'investir dans ton éducation pour investir dans l'immobilier, ça fait du sens. L'invité de cette semaine est Anwar Adam, CEO et founder de Crowd2Live, une plateforme de crowdfunding immobilier. Après une longue expérience dans la finance islamique dans différentes banques à Singapour, au Qatar et à Londres, Anwar décide avec ses associés de créer sa propre entreprise pour résoudre un problème qui touche l'essentiel de la communauté musulmane, l'acquisition d'un bien immobilier. Crowd2Live est une solution innovante qui permet d'acquérir ou d'investir dans l'immobilier sans avoir besoin de s'endetter. La question que je me suis posée, c'est comment en fait avoir un impact positif dans la vie des gens. Quel est, si tu veux, le plus gros problème que les personnes ont et comment le résoudre? Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre les groupes Instagram et Telegram Muslim Makers. Les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Anwar. Alaykoum salam. Comment tu vas? Alhamdulillah, et toi? Ça va très bien, écoute. C'est ma deuxième interview d'affilée que je fais avec un londonien, un français londonien. Et du coup, toi, tu travailles dans le domaine de l'immobilier. Je te propose pour commencer de te présenter assez rapidement. D'accord. Moi, je suis né à Meknès, au Maroc, dans un petit quartier de Meknès qui s'appelle Sidi Amar. Je suis arrivé en France à l'âge de 2 ans, dans une jolie petite ville qui s'appelle Clermont-Ferrand, en Auvergne, où j'ai fait toutes mes études universitaires. Après l'université, j'ai travaillé sur Paris pour plusieurs banques. Mais bon, mon rêve, c'était de travailler en finance islamique. Mais bon, non, mais comme beaucoup en France, mon niveau d'anglais était vraiment limité. Et donc, après avoir commencé à travailler, j'ai pris la décision de retourner à l'école. Et je suis parti un an, en fait, en Angleterre, à Loughborough, où j'ai pris des cours de finance islamique et en même temps, j'ai passé une année à travailler mon anglais. Et puis à partir de là, quand je suis rentré en France, je crois que je suis resté 6 mois en France. Et c'était les derniers 6 mois où j'allais vivre en France, parce que après, par la suite, je suis parti à Singapour, puis au Qatar, puis en Angleterre. Et j'ai fait des allers-retours entre le Qatar et l'Angleterre. Et là, maintenant, je suis basé à Londres. Waouh, trop bien. J'ai plein de questions, mais on va essayer d'aller tout doucement sur ton parcours. Tu as commencé du coup en France, tu es parti en Angleterre ensuite, tu as fait des études en finance islamique, tu as dit. Ouais. Pourquoi des études en finance islamique? Donc, en fait, moi, je voulais travailler en finance, mais c'est surtout finance de marché. Mais en fait, la finance est essentiellement basée sur la dette et l'intérêt. Et donc, la seule façon pour moi de faire de la finance, c'est de faire de la finance islamique. Donc, très, très tôt, en fait, dès que je suis sorti de l'école, hein, j'ai commencé à essayer de soit travailler sur les marchés actions, mais les marchés actions, c'est une infime partie des marchés financiers. Et puis très rapidement, je me suis dit non, mais en fait, même sur les marchés actions, si tu mets les filtres des activités, que tu mets les filtres de quelles sont les actions qui sont Sharia compliant et celles qui ne le sont pas, le marché était juste trop petit. Donc en fait, voilà, l'univers des actions islamiques est quand même relativement petit. Et donc en fait, j'ai juste décidé de me concentrer sur la finance islamique et faire que ça. Tu cherchais ça en France en investissant tout seul dans les actions ou c'était dans une autre entreprise? Non, non, c'était vraiment pour l'idée, c'était vraiment d'essayer de travailler pour des fonds, des asset managers spécialisés sur les actions. Ouais, Surtout, j'étais intéressé sur les actions ISG, c'est éthique. oui. Déjà, il y a Voilà, 20 ans déjà? Il y a 10-20 ans? ouais, 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 D'accord. C'était pas à ouais, la ouais, mode. non, 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 tu sais, tu vas être étonné, hein, mais cette vague a commencé.
a commencé ouais, il y a à peu près ça une vingtaine d'années, hein. Après, Ouais. ça a pris en puissance et c'est devenu de plus en plus sophistiqué. Mais, euh, mais ouais, ça a commencé déjà à l'époque. Et toi, tes études que tu avais fait avant, c'était en finance aussi? Ouais, ouais, j'ai fait un master. À l'époque, c'était des DESS. J'ai fait un DESS marché financier Mhm. à l'université de Clermont. D'accord. Pourquoi l'Angleterre, Ouais. du coup? Bah, en fait, je voulais améliorer mon anglais. Et il y avait ce diplôme, c'était un master de finance islamique à l'université de Loughborough. Et Ok. donc, je voulais améliorer mon anglais et en même temps vraiment avoir une expérience. Parce que voilà, c'est bien joli de dire je veux faire de la finance islamique, mais quand tu vas postuler, les gens ils vont te poser la question qu'est-ce que tu connais à la finance islamique? Ouais, Tu sais, de valider ça via un diplôme, je pense que c'était bien. Donc voilà, j'ai passé une année là-bas. Et d'accord. puis, Et il n'y avait pas encore les diplômes en France. À un moment donné, il y avait des non, non, masters. non, 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 Ouais, c'est bien avant tout ça. C'est bien avant ok. tout ça. Euh, Ça me vieillit d'ailleurs que tu dises ça. Non, non, il y avait rien. Non, il y avait rien à l'époque en France. Et puis aussi le truc qui est important aussi, c'est que la finance quand même, que ça soit islamique ou non islamique, c'est quelque chose qui est dominé par les anglo-saxons. Donc Ouais, de ne pas parler la langue, c'est vraiment un handicap. C'est vraiment un handicap. Et en fait, ok. j'ai vu ça quand je suis revenu en France. En fait, je crois que je suis resté en France 6 mois, même pas. J'ai postulé à plusieurs postes, des postes de VIE. Mhm. Et très rapidement, en fait, j'ai eu deux offres. Une offre pour aller à New York et travailler pour la Société Générale, et une offre pour aller à Singapour pour travailler en private banking et asset management. Ok. Et donc, du coup, beaucoup de personnes auraient choisi New York. Mais moi, j'ai décidé de prendre Singapour parce que la Malaisie était et est toujours l'un des grands pays en termes de finances islamiques. Et donc, en fait, je voulais m'approcher au maximum de la Malaisie ou d'un pays du Golfe. Et donc, voilà, j'ai eu cette opportunité d'aller à Singapour. Mhm. Et à l'époque, en fait, j'ai commencé à travailler sur la banque privée et l'asset management. Mais ce qui était intéressant, en fait, et ça, en fait, ça définit aussi les carrières. C'est pas vraiment ce que tu fais pendant ton day job, c'est plus ce que tu fais après, les connexions que tu crées et ainsi de suite. Et donc moi, à l'époque, j'avais sollicité des gens. Voilà, dans la banque à Singapour, j'avais bien dit à tout le monde que j'étais intéressé par la finance islamique et que c'était quelque chose que je voulais faire, que je voulais travailler dans ça et développer. Mhm. Et en fait, l'entité de Singapour, subhanallah, s'occupait ou était impliquée dans la création d'une compagnie d'asset management islamique en Mhm. Malaisie. Ok. C'était piloté à partir de Singapour. Et donc, du coup, parce que les gens savaient que j'étais intéressé par la finance islamique et que j'étais passionné par la finance islamique, la banque m'a donné l'opportunité de travailler sur ce projet-là. Et Ok. donc, en fait, Trop voilà, bien. j'ai bossé sur ce projet. Et à la fin de mon VIE, on avait eu la banque, la licence de Banque Negara pour BNP Paribas Islamic Asset Management Company, Mhm. qui a été créée dès que j'ai fini mon VIE, pratiquement, on a eu la licence. Et en fait, ce qui aurait pu, ce qui était marrant, c'est que ce qui aurait pu changer beaucoup de choses, BNP en fait voulait me proposer d'aller en Malaisie, d'aller à la Kuala Lumpur pour travailler justement pour cette Islamic Asset Management Company. Ok. Mais une autre opportunité est passée et j'ai fini au Qatar. D'accord. Donc, Singapour à Qatar, c'était Ouais. une offre plus intéressante. Bah, en fait, le truc, c'est que à Singapour, je travaillais quand même pour une banque conventionnelle. Ouais. Donc même si d'aller travailler pour une asset management, Islamic Asset Management Company, c'était quand même BNP Paribas. Ouais. Et en fait, ce qui est bien, ce qui est vraiment bien quand tu es expatrié
pour une boîte française. C'est vraiment quelque chose que je conseillerais à tout le monde d'essayer de faire. Parce que ça te permet d'avoir accès à des managers de l'institution à un très jeune âge. Parce qu'en Ouais. fait, nous, on était basé à Singapour et Singapour, c'est un gros hub financier. Et donc, du coup, tous les mois, j'exagère pas, hein, tous les mois, on avait des managers qui venaient de Paris ou d'autres pays, mais la plupart venaient du headquarter à Paris pour voir ce qu'on faisait, pour discuter, ainsi de suite. Et donc, à un très jeune âge, ça te donne accès à des personnes assez seniors. Mhm. Et donc, moi, je leur posais des questions justement voilà, sur le truc sur lequel j'étais passionné, la finance islamique. Et en fait, via différentes discussions avec différentes personnes, tu te rends compte qu'en fait, pour une banque conventionnelle, euh, euh, il y a le cœur de métier, il y a les activités historiques, et puis après, tu as des trucs qui sont on va dire, aux extrémités de ce que la banque, elle Les fait. activités annexes. Voilà. Et la finance islamique, ça en fait partie. Donc Ouais. ça sera jamais ça sera jamais quelque chose de core pour la banque, ça sera jamais quelque chose d'important pour la banque. Ça sera toujours Mhm. quelque chose, voilà. On a L'accessoire. 99,99% de notre business qui est conventionnel, qui a rien à voir avec la finance islamique. Et puis après, tu as ce petit truc là, qui effectivement, on a quelques gros clients qui sont intéressés et qu'on va développer, mais c'est pas au cœur du business model. Alors que quand je suis parti au Qatar, je suis parti travailler pour Qatar Islamic Bank. Et donc là, du coup, ça change parce que le seul truc que Qatar Islamic Bank fait, c'est de la finance islamique. Donc voilà, là, les priorités sont claires. Et donc j'ai préféré travailler pour une banque qui, son cœur de métier, c'est de faire de la finance islamique versus une banque qui fait ça comme en annexe, comme tu disais. Ouais. Et du coup, tu fais ton expérience au Qatar. Ouais, j'ai passé 3 ans au Qatar et pendant 3 ans, c'était les années euphoriques du Qatar. C'était le Qatar qui n'existait pas, commençait à faire Explosé. les news, ouais, Ouais. à être dans les news aux quatre coins de la planète. Et donc en fait, j'ai connu le Qatar en plein boom dès ses débuts. Et encore une fois, j'étais super. Mais alhamdoulilah, j'ai eu beaucoup de chance parce que en fait, voilà, j'ai connu ce boom-là. Et ce boom-là a fait que j'ai eu des expositions à des gens, encore une fois, relativement seniors, Mhm. alors que j'avais pas encore 30 ans, quoi. Et on a fait des financements d'avions avec Qatar Airways. On a regardé des projets aux quatre coins de la planète et j'ai vraiment eu beaucoup de chance. À l'époque, Qatar Islamic Bank voulait créer une banque en France. Mhm. Parce on avait déjà une banque en Angleterre, mais on voulait créer une banque en France qui allait être la première banque islamique française. Et du coup, ça m'a permis de rencontrer des personnes comme Christine Lagarde, qui à l'époque était ministre des Finances, rencontrer les PDG des grosses banques françaises, la Mhm. Banque Postale, BPCE, et ainsi de suite, pour essayer de travailler avec eux et essayer de créer la première banque islamique en France. Donc, encore une fois, avoir 30 ans et travailler sur l'établissement de la première banque islamique en France, c'était vraiment quelque chose de bien. Mais comme souvent dans la vie, tu as un momentum. Mhm. Et si tu perds le momentum, bah, c'est difficile de le reprendre. Et en fait, là, sur ce coup-là, on avait un momentum qui était vraiment top. Et on avait vraiment pas mal avancé. Et moi, ce que je dis, c'est time kill deals. Et en fait, Mhm. c'était exactement ça. Ça a pris trop de temps. Ça n'a pas avancé, ça a pas avancé assez rapidement. Et puis là, on a perdu le momentum. Et puis après, c'est reparti dans les cartons. Euh, et ça m'a quand même, voilà, ça m'a quand même aidé et ça m'a beaucoup appris. Mhm. Et malheureusement, bon voilà, hein, maintenant
15 ans en arrière, 15 ans plus tard, on n'a toujours pas de banque islamique en France. C'est dommage, mais Inch'Allah, ça viendra. Et puis en parallèle, Votre banque Charby. ouais, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. Hmm. C'est que c'est pas leur corps de métier. Ça reste des banques conventionnelles et leur business c'est conventionnel et la façon de réfléchir c'est conventionnel, leur culture c'est conventionnel, tout est voilà, Hmm. c'est pas seulement voilà, c'est pas leur corps de métier. Et en parallèle, par contre, du coup, en parallèle, ce que j'ai fait aussi hein, avec tout ça, c'est que j'ai passé mon CFA. D'accord. Et donc j'ai eu mon CFA pendant que j'étais au Qatar la dernière année sur Donc laquelle le j'étais au CFA, Qatar. c'est un diplôme très important pour, dans le domaine de la finance. Ouais, ouais, ouais. En fait, Ouais. c'est le Saint Graal en termes d'éducation sur tout ce qui est finance de marché. Mhm. Et avec ce diplôme-là, en fait, ce diplôme est reconnu à travers la planète, que ce soit à Toronto, à New York ou à Singapour. Les asset managers te demandent toujours, surtout si tu veux devenir fund manager ou être responsable dans une activité asset management, le CFA est la clé ou là, un prérequis pour avoir ce genre de poste. Donc, Mhm. ça m'a pris 3 ans pour passer le diplôme. Donc, voilà, c'est parce que tu as 3 niveaux. Donc, j'ai passé les 3 niveaux et puis j'ai eu mon CFA, Ok. qui était en termes d'éducation le truc le plus compliqué que j'ai fait de ma vie. J'ai interviewé quelqu'un qui l'a fait, elle m'a dit que c'était genre plusieurs livres de je sais pas combien de centaines de pages. Ouais, 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 ouais. Ah non, c'est hardcore, c'est hardcore. Et tu fais ça Mhm. en plus du travail que en plus du travail que t'as, ton day job, quoi. Parce que je me Ouais, suis pas arrêté pour le faire. Je faisais ça en plus de travailler sur les financements d'avions, financement de centrales électriques, création d'une banque en France et ainsi de suite. Donc, ouais. tout ça pour dire que voilà, c'était très intense. Mais alhamdoulilah, c'est quelque chose que voilà, j'ai fait, mais c'était le truc d'un point de vue éducation, c'était le truc qui était vraiment le plus difficile. Ce que je disais avant, c'est que nous, on a un désavantage, c'est qu'on n'est pas anglophone. Donc, Mhm. quand tu vois le taux de succès du CFA, je crois que le premier niveau, il y a un succès, je crois, de 30%. Après, ces 30%-là passent au niveau 2 où le succès est, je crois, de 40%, et puis à la fin, c'est 50%. Donc, tu vois, à 30%, de 40%, de 50%, tu prends Ouais, toutes les personnes qui sont déjà dans la finance et toutes les personnes qui sont déjà anglophones, et ouais. tu vois que la probabilité de l'avoir est quand même relativement faible pour des francophones. Parce que c'est pas, comme je te dis, c'est pas notre langue. Et puis, il faut faire ça, enfin, voilà, on fait ça en parallèle des activités professionnelles. Et du coup, ça a été Donc un voilà, bon c'était investissement pour compliqué. toi? Oui, bah en fait, ça m'a permis de devenir responsable des activités asset management pour QIB, et l'activité était basée à Londres. Et donc, du coup, j'ai bougé du Qatar, voilà, je suis parti du Qatar à Londres. Euh, Mhm. et puis, voilà, donc là, j'étais responsable des activités asset management. Mhm. Donc voilà, on a développé des fonds Sukuk. À l'époque, on était arrivé moi et mon équipe, à avoir le plus gros fonds Sukuk sur le marché. Oui. Euh, et Donc les donc, Sukuk, donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil d'investissement en fait. ouais, en fait, les Sukuk, c'est des obligations islamiques. Donc Mhm. voilà, il y a le marché action, il y a le marché obligataire, et c'est des obligations islamiques. Ouais. Donc voilà, bon, on va pas rentrer dans le détail, mais Mhm. c'est un gros sujet en finance islamique. Il y a des milliers d'articles sur les soukouks, donc ceux qui sont intéressés peuvent aller regarder ça, mais Ouais. voilà. Ok. À partir de ce moment-là, tu as une opportunité en Angleterre ou bien tu en as marre tu en as marre du Qatar où tu voulais partir? Non, non, vraiment, vraiment l'objectif, c'était de travailler en asset management. Mhm. Et voilà, j'ai eu cette opportunité-là. Travailler en asset management, en finance islamique, pour une banque qatari à Londres. Ouais. C'est quand même, voilà, c'est quand même quelque chose. Il y a pas mal de, ça tiquait pas mal de box. Donc Mhm. c'était vraiment intéressant. Et donc voilà, donc voilà, je suis parti du Qatar pour travailler à Londres.
J'étais Mhm. responsable des activités asset management. Et puis, ce qui était marrant, c'est que nos bureaux étaient à Mayfair. Donc, si tu veux, Mhm. Mayfair, c'est le quartier le plus huppé de Londres. Ok. Et donc voilà, d'être à Londres en finance, c'est en finance islamique, c'est vraiment top. Et Ouais. donc voilà, je suis parti pour Londres. Et puis le truc qui était intéressant aussi pour moi, c'est que si tu veux, le CFA te permet d'analyser les chiffres Mhm. et c'est très bien. Mais en fait, le diplôme est très technique. C'est un diplôme d'analyse. Euh, le MBA, c'est plus en fait comment faire ces chiffres, comment Mhm. créer ces chiffres, comment faire le business model. Et moi, en fait, j'ai toujours voulu être dans l'entrepreneuriat. Et donc, j'étais vraiment intéressé sur comment les business fonctionnent. Et donc, Ouais. du coup, je suis parti quand j'étais à Londres, après la première année. J'ai regardé en fait les différents diplômes MBA, les différents MBA qu'il y avait de disponibles sur Londres. Et donc, je suis parti à la City. Il y a Cass qui a un MBA qui est pas mal. Il y avait les Cambridge et les Oxford. Et puis, il y avait aussi Ok. Imperial College. Et comme Imperial a une très bonne réputation aussi. Et en fait, ce qui m'a fait choisir Imperial, c'était la diversité en fait des étudiants. Et en fait, j'ai eu raison d'avoir fait cette analyse parce que lorsque dans ma cohorte, les gens qui étaient avec moi, il y avait une personne, c'était un CEO, donc c'était un président, il était président d'une compagnie aérienne. D'accord. Il y avait d'autres personnes qui travaillaient pour des assureurs. Il y en avait d'autres, c'était des fermiers. Mais voilà, une entreprise familiale, enfin, pas des fermiers avec quelques hectares. C'était vraiment quelque chose de large avec des terres à travers plusieurs pays et ainsi de suite. Et donc, en fait, il y avait vraiment une diversité des profils. Il y avait Ouais. pas mal de docteurs. Il y avait pas mal de docteurs, des chirurgiens. Mhm. Et en fait, ça m'a vraiment ouvert l'esprit à d'autres activités qui jusqu'à présent, j'étais pas exposé parce que mon milieu à moi, c'était la finance et la finance islamique en particulier. Mhm. Donc ça m'a vraiment permis de me connecter à d'autres industries et à d'autres métiers. Et je pense que c'était l'expérience la plus enrichissante que j'ai eue en termes d'éducation. Et c'était vraiment top. Donc j'ai fait mon MBA à C'était Impérial. à temps partiel? Ouais, ça m'a pris 2 ans. Ok. Ça m'a pris 2 ans. Mais le truc, c'est que la banque, elle m'a vraiment soutenu sur ce truc-là. Ouais. Tu sais, voilà, pas 1 à 2 jours par semaine, je faisais mon MBA en physique. Parce que c'est Mhm. pas un MBA que tu fais online. C'était vraiment des Ouais. cours en Présentiel. amphithéâtre avec des Mhm. profs et tout. Et puis c'est vraiment ça la valeur ajoutée du MBA, parce que les intervenants que tu as dans une école comme Impérial, c'est des gars, enfin voilà, c'était vraiment des mecs qui sont top, quoi. Au marketing, on avait eu la personne qui avait créé EasyJet, tu sais, avec le fondateur, ils étaient 2 gars. Lui s'occupait du marketing. Et en fait, voilà, il nous a expliqué comment ils avaient commencé avec EasyJet, quelles étaient les stratégies qu'ils avaient fait. Et voilà, tu Mhm. sais, d'avoir des personnes comme ça qui ont bossé pour des compagnies qui ont changé des industries, c'était vraiment top. Ouais. Donc, voilà, de A à Z, je recommande toutes les personnes qui peuvent faire d'expérience, ce genre d'éducation. Faut vraiment pas hésiter. Je sais que c'est cher et je sais que voilà, c'est un investissement, mais ça vaut vraiment le coup, quoi. Ça vaut vraiment, vraiment le coup. Est-ce qu'il y a un bon moment pour le faire, le MBA? Je me posais la question. Parce que quand on commence directement après études, c'est peut-être un peu tôt. Non, Euh, ouais, c'est vrai. Un MBA, un MBA, c'est pas quelque chose que tu fais quand tu as, je sais pas moi, quand tu as 23 ans ou 24 ans. Ça sert un petit peu à rien parce que la maturité, elle est pas là. Et il faut que, en fait, pour vraiment profiter de ton MBA,
faut que tu sois déjà à un niveau manager Hmm. pour pouvoir vraiment profiter du truc. Parce que ça sert à Ouais. rien d'expliquer comment tu vas manager des équipes, quelles sont les choses les choses critiques à avoir et à faire si au jour le jour tu travailles sur des feuilles Excel et tu parles avec personne. C'est pas ça sert un petit peu à rien. Donc Ouais. non, faut attendre quelques années. Et un MBA, c'est vraiment, voilà, quand tu commences ta carrière de manager, c'est vraiment quelque chose c'est le bon moment, je pense, pour le faire. Donc, Hmm. quand tu as un petit peu plus de 30 ans, tu as ton premier poste normalement de manager. Et donc, voilà, là c'est le moment de faire un MBA. Ouais. Ok, trop bien. Après, par contre, je mettrai un petit disclaimer entre parenthèses. Faut pas, par contre, faut pas dépenser de l'argent sur les MBA, ce que j'appelle, tu sais, Pocket Surprise, où, voilà, où tu payes, c'est un billet d'une université inconnue et ainsi de suite. Ça sert à rien par contre. Ouais. Enfin, ouais, tu pourras mettre un billet sur ton truc, mais ça rajoute pas. Parce que j'ai eu des amis qui ont fait des MBA à distance avec des universités beaucoup moins prestigieuses qu'Impérial et la qualité du truc, ça n'a absolument rien à voir. Donc, Hmm. si vous voulez faire un MBA, peut-être prendre un petit peu plus de temps pour le faire ou pour mettre de l'argent de côté pour le financer. Mais c'est une chose qu'on fait qu'une fois. On ne va pas avoir deux MBA. Donc, à choisir, vaut mieux attendre un petit peu et faire un très bon MBA plutôt Ouais. que, plutôt que d'en faire un moyen, parce que là, du coup, ça sert à rien. Et puis, un truc qui est vraiment important dans la NBA, c'est le réseau d'alumni. Ah ouais, ouais, carrément. Carrément. Le alumni, ouais, ouais, Impérial, et Impérial vis-à-vis de ça, c'est vraiment top. Parce que les gars, voilà, ils ont un, un- un- un network incroyable. Et puis le truc aussi avec Impérial, c'est ils ont un focus sur l'entrepreneuriat. Et Ouais. donc, en fait, ils viennent de créer carrément une petite ville à l'intérieur de Londres, à White City, qui fait que ça, voilà, que de l'entrepreneuriat et que ça va du médical à la biotech, voilà, c'est vraiment top. Ouais. Et ouais, et ils ont des liens avec, voilà, tu peux me donner n'importe quelle ville dans le monde, il y aura un alumni d'Impérial quelque part. Parce que c'est une très Ouais. vieille université qui a très bonne réputation au niveau mondial. Et donc, des personnes, que ce soit de Chine ou des États-Unis, sont venus faire leur classe à Impérial. Donc, t'as tout à fait raison de pointer ça. Hmm. L'une des grosses value add, c'est aussi d'avoir un network top. Et en fait, tu as toujours cette relation avec l'université par la suite. Donc Ouais. tu restes en contact avec eux et eux restent en contact avec toi. Et c'est vraiment top. Donc après, c'est vrai que si on fast forward un petit peu, au jour d'aujourd'hui, je travaille sur des projets médicaux, de produits médicaux. Mhm. Et je travaille avec Impérial sur ces projets-là. Donc voilà, j'ai eu mon diplôme, je crois que c'était en 2012. Donc voilà, 10 ans plus tard, je suis toujours activement impliqué avec Impérial et le network. Donc ouais, c'est quelque chose que tu prends après et que tu gardes tout au long de ta carrière. Ouais. Non, c'est clair. Ok. Et du coup, tu obtiens ce diplôme. Tu restes un petit peu chez la Qatar, la Banque du Qatar, Ouais, à Londres. tout à fait. Tu restes quelques années. Je suis resté 4 ans. Je suis resté Mhm. 4 ans. Et aussi, j'en ai profité, parce qu'après, après, tu as un bug. Hein. Quand j'étais à Impérial, tu sais, tu t'es connecté avec d'autres universités Ouais. et d'autres grandes universités. Et donc, du coup, moi, comme j'étais intéressé par tout ce qui était private equity et venture capital, Mhm. pendant que j'étais à Impérial, je suis parti aussi à Harvard faire des cours sur le private equity et le VC. Et en fait, là Ok. aussi, tu vois, c'est pareil. C'est littéralement le gars à Harvard enfin, il y avait deux personnes. Et le mec à Harvard qui faisait les cours, c'était, si tu veux, l'une des premières personnes dans le monde à investir en private equity et à faire du VC d'un point de vue institutionnel.
Donc, encore Hmm. une fois, voilà, tu as des liens, tu crées des liens avec des profs qui sont au top de leur métier. Et pareil, les alumni de Harvard, c'est pareil, c'est quelque chose de top. Parce que Ouais. voilà, pour faire ces cours-là, il y avait des personnes littéralement de tous les pays que tu peux imaginer étaient dans la salle, quoi. Et on avait un gars, il était responsable du fonds de pension saoudien. Il était responsable du fonds de pension saoudien. On avait d'autres personnes qui étaient responsables des fonds de pension australiens, des personnes de Singapour, des personnes du Brésil. Ouais. Un C'était vraiment sacré top. réseau. Hein. Ouais. Ah ouais, ouais. Et puis après, donc je suis parti à Harvard et puis après, je crois 2 ans plus tard, je suis parti à MIT. Ça, c'est toujours en Et parallèle, enfin, aux côtés de ton travail. ouais, ouais, Ouais. ouais, 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 ouais. Là, je suis parti à MIT et le truc avec MIT, c'est que ils ont, voilà, voilà, MIT, c'est tout ce qui est technologique. Ouais. Et en fait, moi, ce que j'ai vraiment découvert une passion quand j'étais à Impérial. J'avais une prof qui est d'ailleurs française, qui s'appelle Dr Gower. Mhm. Et en fait, elle écrit, voilà, c'est une académique, hein, mais elle conseille les grands groupes sur toutes les stratégies sur les plateformes, comment les plateformes fonctionnent et ainsi de suite. Et donc, en fait, elle m'a vraiment donné la passion des plateformes. C'est vraiment une prof, elle est top. Une Et plateforme de quoi? tout ce qui est le business des plateformes. En Ok. règle générale, comment fonctionne une plateforme? Donc, si tu veux, Uber, c'est une plateforme. Google, c'est une Marketplace. plateforme. Ouais, ouais. C'est vraiment le business d'une plateforme. Après, il y a des plateformes qui sont effectivement des plateformes marketplace. Après, tu as d'autres plateformes où tu as, tu vois, double-sided plateforme. Après, tu en as par exemple Facebook, c'est three-sided platform. Tu as vraiment différents trucs. Mais elle est vraiment au top de tout ce qui est plateforme, les stratégies de plateforme et ainsi de suite. Ok. Et donc, en fait, voilà, donc j'ai pris son cours, passionné par les plateformes. Et donc, c'est pour ça. Et pour moi, si tu veux, le déclic, ça a été, OK, ce système de plateforme est révolutionnaire. Et quand tu regardes aujourd'hui les grosses success stories que tu as au niveau des compagnies, une grosse partie d'entre elles sont des plateformes. Que ça soit du Airbnb, du Uber, du Google, du Facebook, tout ça, c'est des plateformes. Hmm. Et donc ça m'a vraiment passionné. Et en fait, la question que je me suis posée ou l'opportunité que j'ai vue, c'est de prendre la finance islamique et de créer une plateforme pour la finance islamique. Et donc la question, voilà, la question que je commençais à me poser, c'était ça. Et puis quand je suis parti à MIT, ben, j'ai creusé un petit peu plus encore le sujet. Et Hmm. puis, et puis voilà, de retour à Londres, fini mon MBA. Et là, je me suis dit, Donc bon, ça faisait partie de ben, ton MBA. Ça faisait partie de ton MBA, les études. non, non, j'ai fait ça en plus. Non, Ok. j'ai fait ça en C'était pas un plus. diplôme particulier, c'était quoi? C'était des cours en Non, plus? en fait, ils appellent ça des executive class, où, Ok. où tu pars pendant quelques semaines pour traiter un sujet en particulier. Donc D'accord. après, ça part tu sais, tu peux prendre un cours de, je sais pas moi, un jour, Mhm. et après, des fois, c'est une semaine, des fois, c'est 3 semaines, ça dépend du sujet. Et Hmm. c'est des executive class qui sont faits par ces grandes écoles. Et Et c'est donc des cours voilà, qui sont en général assez chers en plus. c'est clair que c'est pas donné. C'est clair que c'est pas donné. Mais après voilà, euh, c'est quelque chose, l'éducation, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire. N'importe quelle forme d'éducation, c'est le meilleur investissement que tu peux faire. Moi, je suis dans la finance et j'ai toujours la question de quel est le meilleur investissement. Hmm. Et je dis, l'éducation, c'est le meilleur investissement que tu peux faire. Et les gens disent, non, non, mais sérieusement, c'est quoi le meilleur Non, mais sérieusement, le meilleur, c'est l'éducation. Parce que même si tu veux investir, je sais pas moi, dans l'immobilier, Hmm. d'investir dans ton éducation pour investir dans l'immobilier, ça fait du sens. Parce qu'il y a Hmm. énormément de personnes en fait qui sont pas éduquées et qui veulent investir. Et Ouais. en fait, tu as beaucoup de problèmes après par la suite parce que tu fais quelque chose que tu comprends pas. Et en fait, les gens pensent que la finance, c'est quelque chose de facile, c'est quelque chose voilà. Il n'y a pas d'éducation financière. Et en France, on manque vraiment. En Angleterre, c'est mieux,
C'est pas faramineux non plus. Mais en Mm. France, on a vraiment un problème au niveau de l'éducation financière. Et malheureusement, des personnes voilà, qui sont docteurs, qui sont ingénieurs et ainsi de suite, parce qu'ils ont réussi dans leurs activités professionnelles, pensent que voilà, ils peuvent venir faire des investissements et que tout va bien marcher. Et moi, Oui, je leur dis non. Éduque-toi d'abord, parce que si tu t'éduques pas, le marché va t'éduquer. oui. Et donc, de toute façon, tu vas avoir une éducation. C'est juste, est-ce que tu vas payer ton éducation et pas faire les erreurs que tu ferais si tu l'avais pas? Mais dans tous les cas, tu vas payer. Donc, Ouais. effectivement, c'est cher, mais le retour sur investissement est le plus élevé que tu peux avoir sur n'importe quel investissement. Parce que c'est quelque chose qui reste Mm. toute ta vie avec toi, que tu peux utiliser et réutiliser. Et c'est quelque chose qui fait partie de toi. Donc voilà, Mm. c'est quelque chose vraiment qui a une grosse, grosse valeur ajoutée. Mm. Ok, ok, bah trop super intéressant. Et tu continues à te former encore? Ouais, ouais, ben là, je t'avouerai, le dernier diplôme que j'ai fait, ouais, ça doit faire, je sais pas, peut-être il y a 2, 3 ans de ça. Mhm. Ouais, effectivement, ça, c'est un autre truc aussi, faut lire. C'est c'est con, hein, peut-être que ça fait un petit peu prof, ça fait peut-être un petit peu prof de CP, Ouais, t'as raison. mais très sérieusement, faut lire. Donc Ouais. c'est pas quelque chose, l'éducation, c'est pas quelque chose que tu fais, tu as ton diplôme, puis après t'arrêtes. Tu continues à t'éduquer à travers, enfin, tout le temps en fait. Que ça soit à lire des livres, lire des articles, euh, voyager. Pas voyager pour ouais, juste rester sur la plage et bronzer, hein. Mais Mhm. voyager, essayer de découvrir comment les choses sont faites dans différents pays, les produits il y a certains produits qui sont pas dans ton pays d'origine, donc pourquoi ces produits sont pas là, connaître les histoires des compagnies, comment les ont créées, et ainsi de suite. Et l'éducation, c'est vraiment tout autour de nous et c'est vraiment quelque chose qu'il faut, qu'il faut faire. Voilà, donc au lieu de voilà, au jour d'aujourd'hui, je sais que surtout les plus jeunes sont dans l'instantané et dans la gratification directe tout de suite. Là, l'éducation, c'est plus quelque chose voilà, que tu construis dans le temps et que tu Mhm. n'arrêtes pas t'arrêtes pas de construire. Donc peut-être que tu vas pas voir un effet direct et immédiat, mais c'est quelque chose qui voilà, dans le temps fait la différence. Super. Et du coup, donc après, tu fais tes 4 ans dans la compagnie du Qatar. Ouais. Euh, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc durant mon MBA, je devais faire un mémoire et j'ai décidé de faire le mémoire sur le private equity et Ok. comment en fait le private equity peut avoir un effet sur l'économie réelle. Parce Mhm. que tu vois, dans la finance, t'as différentes activités et en fait, le truc sur lequel j'étais intéressé, et c'est quelque chose qui normalement, et je dis bien normalement, devrait être au cœur de la finance islamique, c'est que ça devrait impacter la vie des gens de tous les jours. Mhm. Ça devrait vraiment être dans l'économie réelle. Et du coup, là, le private equity, moi, je me suis vraiment concentré sur le private equity, si tu veux, à impact, pas le private equity où tu fais un LBO, où c'est juste un truc avec de la dette, mais vraiment private equity où tu investis dans une boîte et tu la fais grossir, tu en fais une success story, Mhm. tu emploies beaucoup plus de gens et ainsi de Ouais. suite. C'est Et pas donc, juste en pour fait, l'argent, quoi. Mhm. voilà. C'est vraiment mon idée, c'est vraiment private equity à impact. Mhm. Et donc, du coup, j'avais contacté le Qatar Financial Center pour voir s'ils étaient intéressés pour financer mon mémoire. Et ils ont été intéressés. Et donc, du coup, ils ont financé mon mémoire sur une année. Et à la fin, bon, là, j'ai rendu mes mémoires et les mecs, ils ont dit, ouais, c'est bien et tout. Puis ils ont trouvé mon profil assez intéressant. Et donc, du coup, à l'époque, ils m'ont offert de venir travailler avec eux parce qu'ils voulaient, il y avait un projet de créer une méga Islamic Bank Mhm. au Qatar. Et donc voilà, et donc eux, ils faisaient partie de ce projet-là. Et étant donné que j'avais de l'expérience dans la finance islamique et que voilà, ils avaient vu mon mémoire et ainsi de suite, voilà, ils m'ont recruté et je suis parti de QIB et je suis parti Mhm. travailler pour le Qatar Financial Center. Euh, et là, j'ai passé une année Mhm. là-bas.
parce que ça reste une institution publique. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne suis pas fait pour travailler dans une institution publique. Mhm. Voilà, donc dans toute institution publique, il y a beaucoup de politique et c'est moins lié à la performance et ainsi de suite, alors que moi, c'est tout le contraire c'est tout le contraire de mon caractère. Mhm. Et donc voilà, je passais un an. Je passais un an, bon, c'était une expérience, hein. Mhm. Mais après, en fait, je me suis dit, bon, bah, maintenant, quoi faire? Et je me suis dit, bah, je vais créer ma boîte parce que j'ai essayé d'innover quand je travaillais avec les banques, quand je travaillais avec le QFC et ainsi de suite. Et en Mhm. fait, ces institutions-là sont pas vraiment faites pour l'innovation, malheureusement. Ouais, ouais, je Si comprends, tu hein. travailles, je pense que toutes les personnes qui travaillent dans une banque te diront la même chose. C'est que quand tu as, quand t'as une innovation qui vient, Mhm. toute la banque, et je dis bien toute la banque, tous les services de la banque vont être contre toi et vont te donner des raisons de pourquoi ton truc va pas marcher. Mhm. Donc, tu vas avoir le département des risques qui va venir, qui va dire ah non, mais nanana. Tu vas avoir le département de compliance qui va venir, qui va dire ah non, mais nanana. Les opérations qui vont venir et qui vont dire non, mais ça va être compliqué. Et donc, en fait, à chaque fois que tu veux faire quelque chose, faut que tu batailles avec tout le monde pour faire avancer le truc. Et en fait, j'ai essayé d'innover. Bah, voilà, quand j'étais dans la banque et puis quand j'étais avec le régulateur. Et Mhm. c'est juste des process qui sont juste trop lents. Ouais. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, ben, tu sais, peut-être au lieu d'essayer de faire des trucs à plusieurs milliards, peut-être tu sais, repartir à zéro et commencer à créer quelque chose à partir de rien. Ouais. Et ça prendra plus de temps et ça sera plus long et ça sera plus difficile. Mais au moins, tu seras, on va dire, un Plus petit peu, libre. ton destin sera un peu plus entre tes mains que si tu travailles avec une institution Ouais. financière quelconque. Ouais, mais c'est souvent le cas dans les institutions de ce type-là. C'est très difficile de faire, entre guillemets, de l'intrapreneuriat. C'est Ouais. limité, en fait. Ouais. OK. Bah, du coup, je pense qu'on arrive au sujet de ton entreprise actuelle qui s'appelle Crowd to Live. Est-ce que tu peux nous Ouais, décrire crowd to Crowd to live, ouais. Live? Crowd to Live, Ouais, pardon. crowd to live, ouais. Donc Mhm. en fait, si tu veux, la jeunesse du truc, c'est que la question que je me suis posée, c'est comment en fait avoir un impact positif dans la vie des gens. Mhm. Quel est, si tu veux, le plus gros problème que les personnes ont et comment le résoudre? Et en fait, voilà, je travaillais dans des produits financiers, effectivement, de faire de l'investissement dans des actions, dans des sous-coups, dans des trucs et tout ça, c'est bien. Mais si demain on ne le faisait pas, bah, ça ne changerait pas grand-chose en fait. Enfin, l'impact dans la vie de tous les jours des personnes serait minime. Ouais. Et donc, en fait, C'est qu'un outil de plus pour investir parmi tant ouais. d'autres. Ouais. Par contre, l'immobilier, d'avoir une maison au-dessus de soi et d'être propriétaire d'un bien immobilier, c'est vraiment quelque chose que les gens, à travers la planète, aspirent à. Maintenant, le Mhm. problème, et c'est un gros problème, c'est que essentiellement, quand on a commencé, une grosse partie est financée par de la dette. Mhm. Et donc, c'est financé par de la dette, que ce soit de la dette islamique ou non islamique. Au Mhm. final, ça reste de la dette. Un emprunt bancaire. Euh, ouais, islamique ou non islamique, ça reste de la dette. Le truc, voilà, c'est prix hypothécaire, d'une manière ou d'une autre, Mhm. ça reste de la dette. Et donc l'un des trucs, donc, pour moi, c'était un gros problème. Parce que en fait, j'aurais pu travailler sur la création d'une néobanque islamique ou quoi que ce soit, et j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont approché sur ces sujets-là. Mais en fait, si tu regardes les néobanques, et elles vont t'offrir une carte à 0% d'intérêt, Mhm.
est-ce que ça va vraiment changer la vie des gens? Ok, tu as un compte à 0%, ok, est-ce que ça change ta vie? Non, pas vraiment en fait. Parce que même si tu as un compte chez BNP, tu n'as pas à payer, à recevoir des intérêts si tu veux pas. Donc voilà, la valeur ajoutée, elle est minime. Donc moi, je me suis dit, non, je vais travailler sur quelque chose qui va changer la vie des gens. Et c'est l'achat d'une maison. Et c'est quelque chose que c'est un gros truc. Parce que la plupart des personnes, en fait, c'est le plus gros achat qu'ils vont faire dans toute leur vie. Mhm. Et donc, il y a un gros problème parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est financé essentiellement avec de la dette. Et donc, je me suis dit, bon, je vais attaquer ce problème-là. Et comment j'ai décidé de l'attaquer? C'est via une plateforme. Comme je le disais avant, le business de plateforme, c'est quelque chose qui m'a passionné et qui me passionne toujours. Et donc j'ai décidé avec un cofondeur qui, lui, par contre, est plus du côté Sharia. Voilà, et c'est un Sharia auditeur. Mhm. Et aussi un autre partenaire qui est aussi dans tout ce qui est finance islamique, économie islamique et ainsi de suite. Et on s'est dit, ben, en fait, voilà, comment aider les gens à acheter leur maison d'une manière à ne pas utiliser de la dette euh, Mhm. et que ça soit Sharia compliant. Et donc voilà, donc le début, c'était quand j'étais au Qatar, qu'on a commencé à bosser sur ce truc-là. Et on a testé plusieurs modèles, on a testé énormément de choses, pas seulement des modèles. Et en fait, la conclusion de tout ça, c'était Crowd2Live. Et en fait, Crowd2Live, ça permet aux gens d'acheter leur maison sans dette via un système de copropriété, shared Mhm. ownership, où en fait des investisseurs détiennent la maison avec le home buyer, avec la personne qui vit dedans. Et cette personne-là peut racheter tous les 3 mois plus de parts dans la maison. Mhm. Il n'y a pas, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de dette. C'est de l'equity. Il n'y a pas de maturité. Que si tu veux, il n'y a pas de d'ici 10 ans, faut que tu bourses tant. Il n'y a, y a, y a, y a, y a, y a pas de maturité, il n'y a pas de dette, il n'y a pas de référence à des taux d'intérêt, il n'y a pas de référence à un taux directeur de la banque centrale ou quoi que ce soit. C'est vraiment un produit 100% equity. Et, Mhm. euh, et, et d'un point de vue islamique, en fait, la structure qu'on utilise, c'est une structure de Musharaka. Et, Ouais, et voilà, donc voilà un petit peu d'accord. la plateforme en quelques mots. D'accord. Donc, si on prend un exemple, disons que moi, je vais acheter un bien immobilier. Euh, je sais lequel je veux. Disons un bien à Londres. J'ai pas assez de financement. Disons que le bien coûte 300 000 pounds. Moi, j'ai que 50 000 pounds. Euh, Ouais. du coup, comment Ben, ça en se passe? fait, Donc, je viens donc chez les vous. investissements. Donc voilà, tu nous montres, voilà, tu nous montres tes finances. Mhm. Donc en fait, on s'assure que en fait, tu peux payer tes loyers parce que c'est quand même important au niveau des investisseurs. Ouais. Une fois que en fait, on a fait le due diligence sur toi, on fait le due diligence sur la maison que tu vas acheter. Donc là, Mhm. on fait ce qu'on appelle une risk survey où tu as une personne tu as un expert qui va estimer la valeur de la maison, mais aussi inspecter la maison pour voir s'il y a des problèmes au niveau de la structure de la maison. Et si tout est validé, on met la maison sur notre plateforme et on invite les investisseurs à financer ce qui reste. Donc là, par exemple, dans ton exemple, 250 000 pounds. Mhm. Et les investisseurs viennent en fait et achètent des parts dans une compagnie. Donc pour chaque bien immobilier, on crée une compagnie séparée. Donc tu vois, même si nous demain on n'existe plus, c'est pas grave parce que la compagnie est pas détenue par nous ou pas. Il n'y a aucun lien entre nous et la compagnie. Mhm. C'est ring-fenced le, le financement. Et donc, en fait, donc les investisseurs achètent ces parts de cette compagnie. On lève 250 000 pounds. Et après, en fait, sur le titre de propriété, tu auras deux noms. Tu auras le nom de l'acheteur,
toi, Mhm. dans ce cas-là, qui est venu nous voir, et le nom de la compagnie, à hauteur de 50 000 pour l'un, 250 000 pour l'autre. Et puis après, tous les 3 mois, tu peux venir et nous dire, bon, ben voilà, je vais acheter, je sais pas moi, 5 000 pounds de plus. Et voilà, donc chaque 3 mois, tu peux augmenter la valeur de tes parts. D'accord. Et du coup, l'appartement, il appartient à qui pour le coup? C'est à la société qui a le plus de parts? Parce qu'il y a deux sociétés, tu as Non, dit, hein, il y non, a... non, 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 l'appartement t'appartient. Donc, ton Oui, nom est dans le, je crois que t'appelles ça le cadastre. mhm, oui, c'est Donc ça. ton nom est sur le cadastre avec le nom de la compagnie. Donc si D'accord. quelqu'un fait une recherche pour savoir qui détient ce bien-là, deux noms apparaîtront. La compagnie où tu as tous les investisseurs réunis et Mhm. toi. D'accord. Et quel est l'intérêt du coup pour les investisseurs? Qu'est-ce qu'ils gagnent à investir? Donc en fait, sur les parts que tu détiens pas, tu payes un loyer. Mhm. D'accord. Donc voilà, tous les mois, tu payes un loyer. Donc si tu veux, c'est un business model où tu es propriétaire. C'est hybride entre la propriété et la location. Tu une Et, partie propriétaire, une partie locataire. et le loyer ne rembourse pas les parts. Non, C'est séparé. non, 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 c'est séparé. C'est séparé. Donc comme Ok. je te dis, il y a pas de maturité en tant que telle sur le produit. Après 5 ans, on pose la question est-ce que tu veux renouveler pour 5 ans ou est-ce que tu veux vendre la maison? Et puis, dépendamment de la réponse, ben, on renouvelle ou on vend la maison, mais il n'y a pas de maturité en tant que telle. Tu ne dois pas Et rembourser, c'est pas un prêt. Il n'y a rien à d'accord. rembourser. D'accord. Et c'est vous qui définissez le loyer, c'est les loyers, enfin le marché, une étude de marché que vous faites et vous définissez le loyer grâce à ça. C'est ça, c'est ça. Ouais. C'est une balance, si tu veux, entre les prix locatifs, les loyers locatifs du marché et ce que nos investisseurs demandent pour investir dans un projet. Donc, Ok. par exemple, je sais pas moi, une propriété à Londres n'aura pas la même rentabilité locative qu'une propriété à Birmingham. D'accord. Et du coup, le loyer, disons que le loyer soit un loyer, on va faire quelque chose de simple, donc le loyer soit à 300 pounds, bon, c'est possible, mais disons qu'il soit à 300 pounds. Ouais. Euh, est-ce que la personne qui vit dedans doit payer, il doit payer du coup la part qu'il ne possède pas, donc les Tout à fait. 250 Donc en pounds de fait, loyer. Ok. si tu veux faire des chiffres plus simples, Oui. imaginons que tu détiens 10%. Toi, tu qui vis dans la maison, tu détiens 10%. Le Oui. loyer est de 1000 pounds. Oui. Donc le loyer est de 1000 pounds. Donc toi, tu paieras 900 pounds de loyer. D'accord. Donc tu Donc, payes 900 pounds de loyer. Et puis imaginons que, je sais pas moi, après un an, tu rachètes un autre 10%. Ben, du coup, tu détiendras 20% de la maison. Et donc ton loyer descendra de 900 à 800. Donc, d'accord. si tu veux, tu crées un cercle vertueux où plus tu achètes des parts de la maison, plus ton loyer descend. Plus ton loyer descend, plus tu peux épargner. Plus tu peux Mhm. épargner, plus tu peux racheter des parts qui vont faire baisser ton loyer et qui vont augmenter ton pouvoir d'épargne. Et donc, en D'accord. fait, tu rentres dans un cercle vertueux qui te permet à la fin d'avoir financé ta maison à 100% sans avoir eu recours à la dette. Parce que du début à la fin, sur ton compte, il y a zéro dette. Il n'y a absolument rien Ok. du tout. Ok. D'accord. Comment est-ce que vous prenez en compte du coup le prix du bien qui augmente? En fait, on utilise un indicateur du marché qui Ok. est le prix moyen des prix de l'immobilier dans le code postal où la maison est. Mhm. Et donc, c'est des statistiques qui sont émises par un organisme d'État tous les Mhm. mois. Et donc, en fait, on regarde ce que le marché local fait en termes de performance, en termes de plus-value ou de moins-value, dépendamment du marché. Donc, Et en fait, en tant qu'investisseur, on a deux moyens de se faire de l'argent grâce au loyer et grâce au tout rachat à fait, tout des à fait. parts. L'investisseur, comme le propriétaire locataire, a une exposition sur les prix du marché, effectivement. Donc, par exemple, si le bien coûte 1 million de pounds, par exemple, et qu'on a payé 10%, 10% au prix d'achat, c'est 100 000 pounds, peut-être que si 2 ans après, Ouais. on veut rembourser 10% encore une fois, peut-être qu'on va payer 110 000 pounds, puisque le prix du bien aura augmenté.
Et ça? oui, oui, exactement, exactement, exactement. Il y a une il y a une exposition, il y a une exposition sur le marché. D'accord. La beauté du truc, c'est que si en fait, et si tu veux, c'est vraiment comment on a construit en fait la plateforme de A à Z. Il y a un alignment of interest, un Oui. alignement des intérêts. Parce que si toi, toi, en tant que locataire propriétaire, tu achètes les parts des investisseurs plus chères, ça veut aussi dire que toi, tes propres parts ont augmenté en valeur. Oui. Donc, dans ton exemple, effectivement, tu vois, tu as 10%. Si le prix, par exemple, augmente de 10%, tu es à tes 100 000, le prix augmente de 10%. Donc, effectivement, tu vas racheter les parts aux investisseurs 10% plus cher. Mais ça veut aussi dire que toi, tes 100 000, maintenant, valent 110 000. Hmm. Oui, oui. Si tu veux, on a créé le truc où il n'y a pas de scénario où tu as un gagnant et un perdant. C'est soit tout le monde Hmm. gagne, soit tout le monde perd. Mais voilà. Alors que si tu prends un bien immobilier, si tu veux, la banque n'a aucun intérêt si le prix de l'immobilier monte ou descend. Oui. La banque, elle s'en fout. Oui. Elle veut juste que tu lui rembourses le prêt qu'elle t'a donné et puis c'est tout. Et ça, en Oui. fait, si tu prends, tu sais, euh, Partage des risques n'est pas tu sais, là. les gens des fois ils te disent non, mais les gens des fois te disent non, non, mais en fait tout ça c'est de la connerie. En fait c'est pareil, Et en fait, tu sais, je te parlais tout à l'heure d'éducation. Faut éduquer les gens à vraiment comprendre les différences et donner des exemples. Par exemple, si demain, tu arrêtes de payer tes loyers et que la maison doit être vendue, dans le système où tu as pris un prix hypothécaire, et imaginons que la maison vaut 300 et qu'il te reste 200 à payer à la banque. Oui. Dans un prix hypothécaire, la banque, en fait, ce qu'elle veut récupérer, c'est ces 200. Hmm. Donc, si elle arrive à vendre à un prix où elle récupère ces 200, voilà, elle a récupéré ses thunes, tout va bien pour elle. Oui. Donc du coup, toi, tu finis avec zéro. Ouais. Et si quelqu'un vient et offre 201 et qui bouge plus rapidement que quelqu'un qui vient et qui offre 250, ben, la banque, elle, ce qu'elle veut, c'est juste récupérer son argent. Donc toi, Hmm. tu peux finir, si tu veux, l'intérêt de la banque et ton intérêt à toi sont complètement différents. Toi, ton intérêt, c'est de vendre la maison le plus cher possible pour essayer de récupérer un maximum de ta mise de départ. Hmm. La banque, elle, c'est de récupérer son argent et de récupérer l'argent qu'elle t'a prêté. Nous, dans notre système, étant donné que les deux sont propriétaires, si demain il y a une défaillance et que la maison doit être vendue, l'intérêt des investisseurs, c'est de vendre la maison le plus cher possible. Oui. Parce qu'ils ne peuvent pas, d'un côté, récupérer leur argent sans te donner ton argent aussi. Oui. Comme c'est pas un prêt. Donc eux, si eux ils vendent la maison à 200, bah, en fait ils perdent de l'argent. Donc leur Hmm. intérêt et l'intérêt des investisseurs et l'intérêt du propriétaire locataire est de maximiser le prix de vente. Oui. Et donc ça, tu vois, c'est vrai, ça change en fait, si tu veux, la relation entre les parties. Oui. Oui. Les intérêts sont alignés. Et c'est ça l'essence même Exactement. C'est de la prise exact, de risque partagée en finance islamique, en fait. exactement, exactement. Hmm. D'accord. C'est super intéressant. Et d'ailleurs, je suis surpris en fait que ce type de financement n'existe pas en fait parce que c'est simple comme concept. C'est simple et ça paraît faire et juste pour tout le monde. Et Ouais. pourquoi ça n'existait pas déjà? Ben, en fait, je sais pas si tu imagines, enfin, tu vois, le concept en lui-même, il est simple, mais en fait, en finance, tout est super régulé. Mhm. Tout est super régulé, et donc, en fait, si tu veux proposer ce genre de produit-là, il faut que tu aies une licence des autorités de marché financier, et en Angleterre, c'est une licence de la FCA. Et donc, en fait, Mhm. tu vois, c'est pareil, c'est un truc, ça prend du temps, ça demande de l'argent, il y a un investissement à faire, et ainsi de suite. Et donc, en fait, le concept est simple et powerful. Mais en fait, l'implémentation opérationnellement de créer une plateforme comme ça demande beaucoup d'argent et ça demande beaucoup de travail. Et combien de personnes au jour d'aujourd'hui veulent
passer le temps et l'argent, et c'est quelque chose que tu fais à plein temps. Tu peux pas faire ça à mi-temps. Pour créer des produits comme ça, malheureusement, il n'y en a pas tant que ça. Vous êtes financé sur fonds propres? Vous avez levé des Ouais, fonds? on a levé de l'argent jusqu'au jour d'aujourd'hui. On a levé à peu près 1,4 million de Mhm. pounds, donc un peu plus d'1,5 million d'euros pour financer la boîte. Et puis là, justement, on fait aussi une nouvelle augmentation de capital sur les prochaines semaines pour continuer à financer la boîte et puis pour internationaliser le business. On va Ouais. ouvrir un bureau au Qatar parce que, comme tu peux l'imaginer, Contact. on a une connexion importante là-bas. Donc on va ouvrir un bureau au Qatar et puis on va aussi ouvrir un bureau, Inch'Allah, au Canada. Ok, Inch'Allah. Euh, Inch'Allah, on va ouvrir au Canada, au Qatar. Et puis après, il y a d'autres. Après, voilà, il y a d'autres. Comment dirais-je? Il y a d'autres pays qu'on est en train de regarder. La Malaisie, forcément. Ouais. Et puis d'autres pays sur lesquels on est en train d'étudier l'implémentation. Mais bon, à chaque fois, faut regarder voilà, la taxation et ainsi de suite. L'administration, tout ça. Et en France? Ouais. Ouais, la France, c'est définitivement quelque chose qui nous intéresse et qu'on veut faire. Euh, le truc avec la France, c'est que malheureusement, tout est assez compliqué d'un point de vue taxation et d'un point de vue légal. Et aussi, les Mhm. coûts de transaction sont élevés en France au niveau de l'immobilier. Ouais. Donc on regarde, mais c'est quelque chose qu'on va faire, Inch'Allah. C'est dans notre plan. C'est juste, la question, c'est plus quand. Mhm. Euh, parce que faut avoir le bon timing. Faut avoir le bon Ouais. timing. D'accord. Ok. Bah écoute, super intéressant. J'imagine quoi, ça va coûter encore beaucoup d'argent à chaque fois dans chaque pays. En fait, il faut enfin, à peu près tout refaire en termes de recherche, de certification, etc. Ça va être compliqué. Ouais, Euh, ouais. Non, c'est pas quelque chose de simple, et hmm. c'est pas quelque chose de simple à faire dans un seul pays, mais de faire ça dans plusieurs pays, c'est encore plus compliqué. D'accord. Mais Inch'Allah, Inch'Allah khair. Inch'Allah. Et du coup, vous avez, ça fait combien de temps que vous avez commencé en Angleterre? Et vous en êtes où maintenant, aujourd'hui? Vous en êtes où en termes de... La compagnie a Mhm. été créée en août 2016, donc ça va bientôt faire Mhm. 5 ans qu'on est en Angleterre. Ok. Ouais, ça fait bientôt faire 5 ans qu'on est en Angleterre. Et en termes de vente, de produits, ça avance bien? Alhamdoulilah, on a déjà déjà financé plusieurs projets et puis on continue. Et l'idée aussi en Angleterre, c'est on offrira aussi bientôt d'autres produits, Inch'Allah, une fois qu'on a financé la maison. Il y a d'autres choses qu'on peut faire, parce que une fois que tu finances la propriété immobilière de quelqu'un, tu crées une relation spéciale avec l'individu et la famille, et donc tu peux offrir d'autres produits financiers par la suite. Et vraiment, l'idée, c'est vraiment d'offrir une solution Sharia compliant pour tous les besoins financiers qu'une famille peut avoir. Ouais. L'immobilier, comme je disais tout à l'heure, la question qu'on s'est posée, c'est vraiment le plus gros impact qu'on peut avoir dès le début sur quelque chose, le plus gros problème. Et donc voilà, c'était l'immobilier. Mais après, il y a des questions super simples. Comment tu finances tes études, comment tu achètes ta voiture, comment tu achètes ton électroménager, et ainsi de suite. Et donc, en fait, il y a tout un panel de solutions, mais nous, Ouais. on veut offrir des solutions qui sont pas basées sur la dette, pas basées sur l'intérêt. Et Inch'Allah, ce que je disais tout à l'heure, 5 ans, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, c'est très peu parce que ça prend des années pour vraiment créer des business à impact. Et là, on est vraiment encore qu'au début de l'histoire, en fait. 5 ans, c'est l'introduction. Je dirais, si on était un livre, ça serait juste l'introduction du livre, quoi. Et Hmm. il y a encore énormément de développement à faire. Il y a énormément de choses qu'on peut améliorer. Il y a énormément de produits qu'on peut amener encore au marché. Et c'est vraiment le début. Ouais.
En termes de retour sur investissement pour l'investisseur, du côté investisseur, du coup, vous n'avez pas spécialement de chiffres. Ça dépend en fait En du fait, temps. d'un point de vue loyer locatif, le target, c'est d'avoir une rentabilité locative aux alentours de 5%. Ok. Et puis après Par an, du coup, hein, quand on parle par de an, rentabilité. ouais, 5 fois aux alentours de 5% par an. Et puis après, Mhm. ça va dépendre de la performance du marché. Donc, comme on disait tout Mhm. à l'heure, si le prix de l'immobilier monte, ben, il y a une plus-value. Si le premier de l'immobilier baisse, il y a une moins-value. Mais il y aura toujours le rendement locatif. Ok. Est-ce que ce genre d'investissement, c'est ouvert aux personnes qui vivent pas dans le pays? Par exemple, un Ouais, Français qui ouais, veut ouais, investir ouais, en Angleterre, c'est possible? ouais, non, c'est possible. Le seul truc, c'est que, En en termes de fait, taxes, c'est tout le différent. monde. Non, 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 en fait, c'est même pas ça. En fait, l'Angleterre ne pratique pas le withholding tax, 0%. Donc, en fait, les dividendes que tu reçois, voilà, tu les reçois, les taxes sont déjà payées au niveau de la compagnie. Donc, toi, tu reçois ton dividende. Après, c'est à toi de déclarer au fisc tes revenus étrangers. Mhm. Mais le truc, en fait, c'est que parce que ça reste de l'investissement. Mhm. Et donc, tout le monde ne peut pas investir. Tu as trois types d'investisseurs. Les investisseurs qui sont high net worth individual, donc des personnes qui touchent un salaire de plus de 100 000 euros par an, pardon, 100 000 euros par an, ou des personnes qui travaillent dans la finance, ou les personnes qui ne vont pas investir plus de 10% de leurs actifs, de leurs avoirs sur la plateforme. Donc, D'accord. ça reste au niveau des investisseurs, si tu veux, autant au niveau des acheteurs, c'est ouvert à tout le monde. Mhm. Autant au niveau des investisseurs, on fait vraiment attention parce que en fait, l'expérience nous a montré que quand on parle d'argent, la mauvaise foi, la mauvaise foi est de mise. Mhm. Et malheureusement, voilà, faut toujours trouver des excuses pour son frère. Donc peut-être que voilà, l'éducation n'est pas là ou voilà. Mais on veut vraiment s'assurer que les personnes savent ce qu'elles font lorsqu'elles investissent dans un bien immobilier. Euh, et voilà, il y a des personnes, voilà, ils font un investissement. Quand tu fais un investissement, tu investis pas le loyer du mois prochain. Oui. Tu vois, c'est pas comme si tu avais une carte bancaire et que demain tu peux venir de dire bon ben voilà, je veux récupérer mon argent. Oui. Tu vois, ça fonctionne pas comme ça. Tu es propriétaire d'un bien immobilier, tu es propriétaire des actions d'actions dans une compagnie qui sont pas listées. Donc tu peux pas juste venir et demander voilà, je veux mon argent tout de suite. Et donc il faut vraiment Oui. s'assurer que les gens comprennent qu'un investissement, c'est quelque chose que tu fais dans le temps. Mhm. C'est pas quelque chose on n'est pas en train de trader des actions ou du Bitcoin où le truc il va faire plus de 50% aujourd'hui, moins 20% demain et que tu achètes et que tu vends et ainsi de suite. C'est pas ça. Oui. C'est pas ça l'investissement. C'est sur du temps long, c'est sur le 5 à 20 ans Voi- peut-être. Mhm. Voilà. Non. L'horizon d'investissement dans l'immobilier en règle générale, c'est de 3 à 5 ans. Mhm. Si t'es pas prêt à investir sur cette période-là, faut pas investir, tout simplement. Mhm. Faut pas investir tout simplement. Mhm. Mais voilà, voilà, il y a une éducation à faire et puis il faut vraiment s'assurer que les gens comprennent qu'est-ce qu'ils investissent, que c'est pas voilà, l'argent que tu donnes, tu le donnes pas à la plateforme. Tu vois, Mhm. tu l'investis dans un bien immobilier. Donc Oui. voilà. On fait vraiment attention au niveau des investisseurs parce que voilà, on a eu des quiproquos avec des investisseurs qui étaient très bullish au début, mais en fait, on s'est rendu compte que ils comprenaient pas le produit et leur compréhension au niveau de la finance était assez limitée. Et Oui. donc, du coup, après, ça crée des problèmes. Ouais. Non, ça se comprend. Ouais. Ça se comprend. En tout cas, moi, j'ai bien compris, je pense, votre produit et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que dans tous les, enfin, donc, c'est vraiment un impact en fait. C'est en tant que musulman qui a de l'argent, l'investir pour pouvoir à la fois avoir un retour sur investissement et à la fois aider un frère ou une sœur à pouvoir acquérir
sont bien, c'est vraiment tout bénéf pour la communauté. Tout C'est à vraiment le fait. type de projet que je trouve vraiment hyper intéressant. Bravo pour être allé jusqu'au bout. Enfin, c'est le début de l'aventure, mais vous êtes allé jusqu'au Ouais, bout de ouais. la mise en place du produit. C'est machallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Non, mais et puis on est toujours, on est toujours à l'écoute et à la recherche de personnes qui s'y sont intéressées de me contacter, de voir si on peut faire quelque chose ensemble dans un Mhm. pays ou un autre. On est toujours ouvert. Le projet, c'est vraiment un projet pour une communauté. Donc voilà, on veut vraiment avoir une communauté active et dynamique. Mhm. Donc voilà, on est toujours ouvert à quelques propositions que ce soit. Euh, Après, on va pas dire oui à toutes les propositions, mais on est toujours ouvert à la discussion et à voir comment on peut aider la communauté et comment, voilà, je crois vraiment qu'il y a une, en anglais, je dis ça, c'est power of the crowd. Tu vois, Mhm. il y a vraiment une Force du population, groupe. voilà, il y a vraiment, plus le groupe est fort, et plus en fait l'impact est important. Après, comme je disais tout à l'heure, il faut juste s'assurer que les bonnes personnes font partie du groupe. Et ça, voilà, c'est quelque chose qu'on apprend dans le temps. Il y a la solution, c'est l'humain, mais malheureusement, le problème, c'est l'humain aussi. donc, Ouais. donc Faut bien tout réguler. C'est ouais, important. ouais, exactement, exactement. Pour en finir sur Crowd to Live, vous êtes une équipe de combien et comment est-ce que vous vous financez, vous, de votre côté? Donc nous, on est une équipe d'une dizaine de personnes sur Londres. Mhm. Puis on a quatre personnes aussi qui travaillent avec nous sur Doha, au Qatar. Et ça, c'est les personnes, si tu veux, qui sont les plus proches du projet. Et puis après, on a énormément d'autres personnes avec qui on interagit sur des marchés différents, que ce soit en Malaisie, que ce soit aux Émirats. Je dirais que l'écosystème Crowd to Live, au total, ça doit être une cinquantaine de personnes. D'accord. Ok. Super. Et c'est quoi votre business model du coup? Donc, en fait, en tant que plateforme, on charge des frais pour financer la maison de 3%. Mhm. Ça, c'est des frais qui sont payés une fois. Ils sont payés qu'une fois lors 3% de l'achat. du bien du De prix du bien. la valeur, de la valeur du bien. De la valeur du bien. Mhm. Et en fait, les acheteurs locataires payent le même pourcentage que les investisseurs. Donc, c'est 3% sur la valeur du bien. Donc, si l'acheteur locataire prend, je sais pas moi, investit 10 000, il paiera 3% sur ces 10 000. Et si l'investisseur investit 10 000, il paiera 3% aussi sur ces 10 000. Donc, c'est 3% sur la valeur du bien. Après, on charge 2% sur la collecte des loyers et la distribution des Ok. dividendes. Et le locataire propriétaire paie 1% à chaque fois qu'il veut augmenter ses parts dans la maison. Il paie 1% de la valeur de l'achat. Encore une fois, pour processer l'achat Ouais. et transférer les parts transférer les parts d'une partie à l'autre. D'accord. Donc celui qui achète les parts a intérêt à. En fait, non, ça revient au même du coup, puisque c'est un pourcentage. Il n'y a pas Ouais. d'intérêt spécialement à acheter ses parts plus rapidement, en gros ou en petits morceaux. Après, ça dépend. Après, ça dépend de qu'est-ce que le marché fait. Donc, si tu as un marché, si tu as un marché qui arrête pas de monter, forcément, ça va coûter plus cher de racheter des parts. Mhm. Mais encore une fois, le truc, c'est que tu n'as pas l'obligation de le faire. T'as pas la Donc, pression. tu peux très bien décider de dire, bon, non, moi, en fait, voilà, le marché, il monte, il monte, il monte. C'est cher pour moi de racheter mes parts. Donc, je reste avec les parts que j'ai au début. Je paie mes loyers. Et puis en fait, toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes parts à toi montent aussi en valeur. Et Ouais. donc, peut-être que voilà, dans 5 ans, ben, tes enfants auront grandi, que tu auras besoin d'une autre maison ou d'un autre appartement, et que tu décideras de, voilà, on vend la maison, je prends ma plus-value, je prends mon argent et je rentre dans un autre, dans un autre projet.
Mais la beauté du système, c'est que il y a le choix. Hmm. Avec un prêt hypothécaire, tu prends de la dette pendant 20 ans et voilà, c'est fixe. Et quoi qu'il arrive, que tu aies une augmentation de revenus ou une baisse de revenus, tes traites sont les mêmes. Là, le projet, le produit est beaucoup plus flexible. Et si un investisseur veut, je sais pas, au bout de 10 ans, la personne n'a pas eu les moyens ou n'a pas voulu racheter ses parts, et l'investisseur veut revendre ses parts, Bon, en fait, vous... l'investisseur, étant donné qu'il a des actions dans une compagnie, il peut vendre ses parts à n'importe quel moment. Donc, Oui, même tu fais le financement le lundi et je sais pas moi, le vendredi, tu te dis ben, je veux vendre mes actions, tu peux. Le à seul travers truc, vous. c'est que qu'il faut que tu aies un acheteur en face. Ouais, Donc, tu peux le vendre d'accord. à n'importe quel moment, mais tu dois trouver un acheteur qui dit oui, moi je suis intéressé de racheter tes parts. Ok. Donc il est là la liquidité, si tu veux. Il est là. C'est pour ça ce qu'on dit aux gens, c'est voilà, oui, effectivement, tu peux vendre tes parts à n'importe quel moment, Mhm. mais faut pas que tu investisses aujourd'hui et que tu demandes de récupérer ton argent demain. Ça reste un investissement. Après, les choses peuvent arriver dans la vie et effectivement, il y a un moyen de vendre ses parts dans la compagnie. Mais il faut trouver un Mhm. acheteur. Il faut trouver un acheteur. Et cet acheteur, ça peut être n'importe qui, mais faut trouver un acheteur. Donc nous, on peut faciliter euh, la, la, la demande de vente des actions. Donc on peut Mhm. partager l'information. Par exemple, si toi, tu veux vendre, je sais pas moi, tu as 10 000 euros et tu veux vendre tes 10 000 euros, on peut partager cette information-là avec les autres actionnaires dans la compagnie et les autres actionnaires qui sont sur la plateforme et ainsi de suite. Mais après, on ne peut pas garantir, si tu veux, qu'il y aura un acheteur qui va venir et qui va dire oui, moi je te rachète tes parts. Ouais, ok. Non, ça make sense. Ok. Et si de votre côté, je sais pas moi, la personne ne rachète jamais ses parts, ça pose pas problème pour vous? Bah, en fait, si tu veux, chaque 5 ans, il y a une demande qui est faite aux deux parties s'ils veulent re-signer pour 5 ans, ou s'ils veulent vendre la maison. Ok. Donc là, et c'est la majorité c'est la majorité. Donc, par exemple, si dans ton cas, on va dire que le propriétaire locataire, après 5 ans, veut renouveler pour 5 ans. Mhm. On demande aux investisseurs, est-ce que vous voulez renouveler pour 5 ans ou est-ce que vous voulez vendre la maison? Et la Ouais. majorité, en fait, on fait ce que la majorité décide de faire. Si une majorité veut vendre et que le locataire veut rester, ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux autres actionnaires qui ne veulent pas vendre s'ils veulent racheter les actions des actionnaires qui veulent vendre. Ok. S'il n'y en a pas, on demande aux autres investisseurs sur la plateforme s'ils sont intéressés de rentrer sur ce projet-là, Mhm. en sachant que quand même, en termes d'investissement, tu as un rendement locatif qui est intéressant, tu as un locataire qui a payé ses loyers pendant 5 ans sans aucun problème, donc tu as un track record positif qui fait Ouais. que l'investissement est quand même avantageux. Mhm. On demande aux investisseurs qui n'ont pas investi sur ce projet-là, mais qui sont investisseurs sur la plateforme, s'ils sont intéressés de racheter les actions des investisseurs qui veulent vendre. S'ils disent non, on contacte toutes les personnes qui sont sur la plateforme pour leur dire est-ce que vous êtes intéressés de racheter les parts. Et si, encore une fois, on ne trouve personne, dans ce cas-là, on vend la maison à l'année 5. Et donc, en fait, les intentions au niveau de est-ce qu'on renouvelle ou pas sont faits à l'année 4. Donc, D'accord. au quatrième anniversaire, on commence le process. Si les deux disent oui, on renouvelle, ben, on sait qu'à l'année 5, on renouvellera. Si s'ils veulent pas renouveler, une partie veut pas renouveler, par exemple, si le propriétaire locataire veut vendre, ben, on sait que dans l'année, il faut qu'on vende la maison. Et si Mhm. les investisseurs veulent vendre, on a une année pour retrouver, pour en fait avoir des investisseurs qui veulent rester sur ce projet-là et renouveler le financement pour 5 ans. Ok. Donc, celui qui achète le client a intérêt à atteindre les 50% le plus rapidement possible. C'est comment dirais-je, le client, sa part dans la maison, en fait, si tu veux, elle est pas,
Elle ne rentre pas en considération. Si tu veux Mhm. que la personne ait 5% ou qu'elle en ait 95, Mhm. la décision de vendre ou pas vient des deux parties. Donc, D'accord. si tu veux prendre le cas extrême, si tu veux prendre le cas extrême où tu as une personne qui détient 95% de la maison, Mhm. un locataire propriétaire qui détient 95% de la maison, et que les investisseurs ne veulent pas renouveler sur un autre 5 ans, Mhm. le propriétaire locataire peut racheter les 5%. S'il ne peut pas, ces investisseurs-là, comme je te dis, le flow que je te disais tout à l'heure, on essaiera de trouver d'autres investisseurs qui viennent. Si Ouais. il n'y a personne, on n'arrive pas à trouver le truc et qu'au final, les investisseurs qui sont dedans veulent vendre, la maison sera vendue. La maison sera vendue. Ok. Si tu veux, c'est un cas qui est vraiment théorique. Mhm. Parce que si tu détiens une grosse partie si tu détiens une grosse partie de la maison, 60, Mhm. 75%, ou même 50%, la probabilité que tu peux refinancer la maison ou la probabilité que le montant qui reste est suffisamment faible pour qu'on puisse trouver d'autres investisseurs, c'est vraiment, vraiment, je dirais, c'est vraiment, vraiment, Extreme case, ouais. je dirais, extreme case. Ouais. Parce que, en fait, même si tu détiens, imaginons, tu détiens 60% de la maison, ça veut dire que 40% de la maison est détenue par les investisseurs. Il faut qu'il y ait 51% des investisseurs qui veulent vendre. Donc, Mhm. ça veut dire que, on prend un cas, ça veut dire qu'il y en a 49% qui veulent pas vendre. Ouais. Donc tes 51%, si tu prends une maison, je sais pas moi, qui coûte 200 000, 250 000 pounds, qui est le ticket moyen qu'on a aujourd'hui en Angleterre, ça veut dire que toi, tu auras 125 000. Mhm. Il y aura 125 000 qui seront au niveau des investisseurs. Mhm. Sur ces 125 000-là, on va dire, tu as, je sais pas moi, 70 000 pounds qui veulent vendre. La Mhm. probabilité qu'on ne peut pas trouver 70 000 pounds d'investisseurs dans une année pour rentrer dans ce projet-là C'est très est, faible. est- 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 est quand même faible. Mais elle Mhm. existe. Mais elle existe. Faut être transparent sur ce truc-là. Elle existe. Ouais. Il y a toujours un risque quelque part. Si tu veux, le système, faut balancer les deux côtés de la plateforme. Donc, en fait, on a un alignement des intérêts entre Mhm. le locataire propriétaire et les investisseurs, et il faut balancer les intérêts. Donc, d'un côté, il faut que le locataire propriétaire ait une sûreté au niveau de sa maison, Mhm. et pendant 5 ans, il peut racheter autant qu'il veut, il n'y a pas de limite. Donc, il peut racheter 1%, il peut racheter 90%. Il n'y a pas de limite au niveau de ce qu'il peut racheter. Mhm. Il a une certitude au niveau des 5 ans. Mais après, du côté investisseur, tu ne peux pas demander aux investisseurs de rentrer dans un investissement sans avoir une exit strategy qui est définie à un certain temps. Tu Une possibilité de vois, sortie. tu peux pas dire à quelqu'un, tu mets ton argent dans le truc, mais il n'y a aucune possibilité de sortie, et que la possibilité de sortie, elle est à 100% au niveau du locataire propriétaire. Tu vois, ça, Ouais. ça serait pas attractif pour l'investisseur. Donc là, au moins, les investisseurs savent que, quoi qu'il arrive, après 5 ans, il y a une possibilité de sortie certaine. Ouais. Parce que sinon, ça effraierait un peu les investisseurs et ça boucherait, ça bloquerait un C'est peu ça, le. faut trouver, c'est ça. Il faut créer un produit, parce que ce que tu veux sur une plateforme, ce qui est super important et ce qui est difficile aussi à faire sur toutes les plateformes qui existent, c'est de balancer les deux côtés. Donc, tu veux pas Mhm. avoir d'un côté des demandes de financement des locataires propriétaires où tu en as pour, je sais pas moi, 500 millions d'euros de projets, et puis que de l'autre côté, tu n'as que 1 million d'euros à déployer. Tu vois. Ouais. Ça fonctionne pas, tu vois. Donc, faut que les Mhm. deux côtés soient suffisamment attractifs pour qu'il y ait une balance plus ou moins, pour que la plateforme soit plus ou moins balancée. D'accord. Et en ce moment,
pour votre produit actuellement, c'est plus difficile de trouver des investisseurs ou bien des acheteurs? En fait, si tu veux, ça marche par escalier. Donc, en fait, au début, on a commencé avec les propriétaires locataires. Donc, on a construit la base sur ça. Mhm. Et une fois qu'on a eu suffisamment de projets à financer, on a commencé à chercher des investisseurs. Mhm. Donc maintenant, on a plus d'investisseurs que de demandes de financement. Donc Mhm. maintenant, on se reconcentre sur augmenter le nombre de personnes qui veulent financer leur maison via notre plateforme. Donc en fait, si tu veux, dépendamment de quand tu me poses cette question, je vais te répondre différemment. Donc Ok, si tu me posais la question aujourd'hui, je dirais on a plus d'investisseurs que de projets. Tu me poses exactement la même question dans 3 mois, je suis pratiquement sûr, je te dirais l'inverse. ouais, Parce que ok. ça fonctionne, si tu veux, tu augmentes un côté, puis après tu augmentes l'autre, puis après tu augmentes l'autre côté, et ça marche comme ça d'une manière séquentielle. Ok, donc tu ouvres les vannes, tu fermes les vannes, tu ouvres les vannes, petit à petit. Ok, Exactement, exactement. Et tu essaies toujours de balancer, c'est un truc quotidien, tu essaies de balancer les deux. d'accord. Bah écoute, Anouar, c'était super intéressant. On a vraiment pu aborder le sujet du crowdfunding immobilier, vraiment je pense, bien dans le détail. Pour terminer, je voudrais terminer sur quelques petites questions. Est-ce que tu as une routine? Une routine du matin, une routine quotidienne? Tu sais quoi? Ouais. Euh, la seule routine que j'ai, ça va être le matin et ça va être prière du matin avant de commencer la journée. Je vais te dire, c'est la seule constante que j'ai dans la journée. Parce que sinon non, sinon c'est, on n'est pas en cruise control, tu vois. Le truc, c'est vraiment, tu vois, tu peux essayer de planifier tant que tu veux. Tu as toujours des problèmes qui arrivent auxquels tu t'attendais pas. Il y a des opportunités qui arrivent auxquelles tu t'y attendais pas. Et il y a donc non, tu peux essayer de planifier, mais ça reste, Mode startup, quoi. ça reste. Ouais, 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 ouais. Ouais. Le seul truc que tu peux contrôler, c'est comment tu commences ta journée. Après, le Ouais, reste de ta journée, ça va. Le reste de ta journée, ça va. C'est c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus difficile. ok. Est-ce que tu as des recommandations, vu que tu lis beaucoup, de bouquins qui t'ont marqué? Ce que je dirais, c'est juste, faut juste lire. Et c'est pas forcément, enfin voilà, tu peux lire sur la finance, mais tu sais, j'ai aussi lu des bouquins sur la psychologie. Oui, Tu lis aussi des bouquins sur la religion. Tu sais, voilà, faut vraiment. varié. Faut vraiment, ouais, faut varier. Mais le plus important, c'est, ouais, faut lire. Et ce que je disais, ce que je disais un petit peu plus auparavant, faut vraiment voir l'éducation comme quelque chose que tu fais comme tes 3 repas par jour. Ben, c'est quelque chose que tu fais d'une manière systématique tout le temps. Euh, Hmm. Parce que tu sais, les gens et c'est quelque chose vraiment, c'est une critique hein, que j'ai sur le monde actuel. Ils sont vraiment dans l'instant. S'il n'y a pas une gratification instantanée, il y a pas d'intérêt. Et en fait, le monde ne fonctionne pas comme ça. Il y a des choses qui prennent du temps. Oui. Tu peux pas créer une relation avec des gens Mhm. sans passer du temps. Donc, Oui. tu vois, il y a des choses tu vois, sur Facebook où tu as 50 millions d'amis. Pour moi, ça m'a toujours fait rigoler. Parce que la définition d'un ami, tu peux pas avoir 50 000 amis. Tu peux pas, Hmm. t'as pas le temps d'avoir 50 000 amis. Donc, Entretenir la relation. ouais, voilà, c'est vraiment, voilà, il y a des choses qui prennent du temps Oui. et l'éducation, c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose, voilà, faut prendre le temps. Et dans l'éducation, ce qui est marrant, je dirais qu'il faut quand même passer
un certain, enfin, je sais pas, à 20%, 30% du temps pour les gens religieux, pour les gens qui sont intéressés par la religion, de lire, de lire sur la religion. Parce que on a vraiment un gros problème au niveau de l'éducation religieuse, Oui. malheureusement. Et il y a des personnes qui pensent être religieuses, mais ne se comportent pas de la façon décrite par la religion. Oui. Donc c'est vraiment très important. Et je pense qu'une grosse partie des problèmes qu'on a au jour d'aujourd'hui, c'est pas qu'on n'a pas de, c'est pas que il y a trop d'éducation religieuse, c'est qu'il n'y en a pas assez. Si les gens avaient une bonne éducation religieuse, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes qui seraient résolus d'eux-mêmes. Oui. Mais voilà, tu vois, des choses toutes simples, hein, tu sais, le pardon, de jeter la pierre à à la moindre déconvenue. Voilà, moi, je vois parce que, étant donné qu'on travaille, parce que notre produit est Sharia compliant, on a pas mal de personnes qui viennent qui sont de confession musulmane. Ne serait-ce que hier, il y a une personne qui est venue et qui nous a dit non, mais votre produit, il n'est pas Sharia compliant. D'accord? Tu peux élaborer, s'il te plaît? Ouais, tu peux pas avoir un produit Sharia compliant dans un pays de kuffar. Alors vas-y. Intéressant. Qu'est-ce que tu dis à ça? Donc le gars, il vient avec sa certitude. Donc voilà. Moi, ce que je vois au jour le jour, c'est qu'il y a vraiment un manque il y a un manque d'éducation religieuse dans la vie des gens. Les gens veulent être religieux, parce que si tu poses la question au gars, si le mec qui vient avec, c'est que le gars, il pense qu'il est religieux et il pense qu'il pratique sa religion d'une bonne façon, mais il n'a pas déployé le temps suffisant pour vraiment comprendre sa religion. Et je pense que c'est un vrai problème. Oui. Ouais, si j'avais un conseil à donner pour le bien-être de tout le monde, passer un petit peu plus de temps à lire des livres sur la religion, euh, je, ne peut qu'apporter des choses positives dans la société. Bah écoute, Anouar, super, merci. Dernière question pour te suivre ou te contacter. Comment peuvent faire les auditeurs? Moi, je suis assez actif sur LinkedIn. Ok, Donc là, je pense la façon la plus rapide de se connecter, c'est via LinkedIn. ok, trop bien. Je mettrai aussi le site de votre Ouais, compagnie, ouais, crowdtolive.com. quadtolive.com. Ok, Barakallahu fik, Anouar, c'était vraiment super Avec intéressant, je plaisir. le redis. Mais vraiment, j'aime beaucoup tout. À chaque fois que je fais des interviews sur l'investissement, j'apprends de nouvelles choses et je trouve que ce que tu fais, c'est vraiment très inspirant. C'est vraiment quelque chose qui peut scale en fait à travers plein de pays et affecter plein de vies. Et dans ce sens, je trouve ça vraiment bien. Bah, bravo pour ce que vous faites et barakallahu fik. Il n'y a pas de problème. Shukran, merci de nous avoir invités. Et puis, je te souhaite aussi le plus gros succès possible, Inch'Allah, pour tes activités aussi. Merci beaucoup, Anouar. À bientôt. Allah ya'aoun. Salam Slama. alaikum. Ma salama. Et j'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à 3 personnes de ton entourage et à faire des invocations pour qu'Allah bénisse cette initiative. À bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaikum.